Après le Burkina Faso, la République démocratique du Congo ou le Togo, c'est ce que pensent nombre d'observateurs de la scène africaine qui relèvent de nombreux points communs dans la situation de ces pays, à commencer par un pouvoir autoritaire, sinon dictatorial, qui masque ses dérives sous une apparence de démocratie. Et surtout, la volonté d'autocrates de modifier la Constitution avant l'élection présidentielle afin de régner le plus longtemps possible. Ajoutons, pour en terminer brièvement avec cette comparaison, la même volonté d'accaparer les richesses d'un pays au seul profit du clan au pouvoir. Alors aujourd'hui, le Togo. Connaîtra-t-il une révolution semblable à celle du Burkina Faso avant l'élection présidentielle prévue dans quelques semaines, les mêmes causes produisant les mêmes effets? C'est une possibilité tant les jeunes opposants ont vu dans les événements de l'automne 2014 au Burkina Faso une invitation implicite à agir et à descendre eux aussi dans la rue pour chasser un pouvoir corrompu et despotique. Pour comprendre, M. X revient sur l'histoire récente du Togo et souligne une particularité de cette ancienne colonie, l'existence de ceux que l'on a appelés les sorciers blancs, des conseillers français omniprésents, omnipuissants, qui n'ont pas manqué de prendre leur part dans le partage du butin. Le Togo, ça a longtemps été le vieux baobab. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'était l'un des surnoms du général Étienne Gnassingbé Eyadema, l'homme qui a régné sans partage sur son pays pendant 38 ans, jusqu'à sa mort en 2005. Mais comme ce dictateur était aussi mégalomane... C'est presque un pléonasme, ça. Oui, vous avez raison. Donc il avait édifié un culte assez délirant de sa propre personnalité et se faisait appeler aussi le timonier national, le rédempteur ou encore le père du Togo nouveau. Rien que ça. Songez que, seul rescapé d'un accident d'avion, il avait fait de la carcasse de l'appareil un monument à sa gloire. Moi, je me souviens surtout qu'il était arrivé au pouvoir après avoir assassiné le véritable père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Olympio. En 1963, oui, un acte qu'il a reconnu dans une interview, même si ensuite il a tenté de nier sa responsabilité, sans vraiment convaincre. Mais pour être tout à fait exact, après cet assassinat, il est devenu d'abord chef des armées avant de se débarrasser du président Grunitzky en 1967. Prendre sa place. Alors, avant de parler du Togo d'aujourd'hui... Qui est gouverné par le fils d'Eyadema. Faure Gnassingbé, oui. Donc, pour commencer, un mot sur le père. Ce grand ami de la France, cet ami personnel, ainsi que le dira Jacques Chirac, était un simple sergent-chef de l'armée française. Un militaire de la coloniale, un ancien champion de lutte aussi, taillé comme un athlète, le visage toujours dissimulé derrière des lunettes noires. C'est donc ce personnage fruste, selon le mot même de l'ancien grand maître de la France-Afrique, Jacques Foccart, qui a réussi à se maintenir à la tête de son pays pendant presque 40 ans, en dépit du fait qu'il a institué un système quasi mafieux et qu'il a outrageusement favorisé son ethnie. Ouais, au dépend des autres. Forcément. Son fief, la région de Kara, au nord du pays, a bénéficié de nombreux développements d'infrastructures. Il a, par exemple, construit en pleine brousse un aéroport très moderne, exclusivement destiné à ses hôtes de marque ou au trafic de diamants et d'armes. On y trouve aussi des hôtels de luxe, quelques usines, des routes carrossables et les belles résidences des privilégiés du régime appartenant en majorité à l'ethnie Kabyé. L'ethnie d'Eyadema. J'ajoute une autre facette de ce personnage ubuesque. La rumeur lui attribue une centaine de fils. On ne prête qu'aux riches. Et la réalité, alors ? Il a quand même reconnu une cinquantaine d'enfants. C'est déjà pas mal, Et en adepte convaincu du népotisme, il les a pratiquement tous bien placés. En fait, il a donc donné naissance à une véritable dynastie. Ça, j'y viens dans un instant. Auparavant, quelques généralités sur ce petit pays d'Afrique noire, 10 fois plus petit que la France. C'est une ancienne colonie allemande. Oui, passée sous la tutelle française après la Première Guerre mondiale. Le Togo a longtemps été relativement prospère. On l'a même considéré comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, à la fin du règne d'Eyadema, en 2005, le bilan est catastrophique. Même l'exploitation des phosphates, la principale richesse du pays, a pratiquement cessé d'exister. Pourtant,
Le Togo possède de nombreux atouts grâce à un sous-sol où on trouve de l'uranium, du nickel, du zinc. Et on pourrait aussi y exploiter du pétrole offshore. Alors pourquoi ce désastre ? Parce que le président et ses proches ont mis le pays en coupe réglée et se sont conduits en prédateurs, sans se soucier de sa mise en valeur. Et malheureusement, ça continue aujourd'hui sous des formes plus modérées. Et donc sous le règne du fils, comme sous celui du père. Exactement. Il faut ajouter à ces richesses potentielles l'existence du port de Lomé et de sa zone franche. Seul port en eau profonde de la région, c'est une plaque tournante de la réception des conteneurs asiatiques transportés par cargo, dont les marchandises sont ensuite distribuées par voie terrestre vers les pays enclavés, Niger, Mali et Burkina Faso. Et puis, il y a le Ghana voisin qui exporte son cacao et sa production orifère via Lomé. Alors, autant vous dire que le contrôle de ce port a fait l'objet de nombreuses convoitises. Oui, parce que son exploitation génère beaucoup d'argent. Naturellement. Et jusqu'en 2009, c'était le fief de l'un des fils des Yadema, Kpacha Gnabtsimbe. Il était en même temps le ministre de la Défense. En outre, bien entendu, ce port et sa zone franche sont au centre des trafics illégaux, or, diamants et drogues, souvent gérés directement par le clan présidentiel. Je précise, mais on aura peut-être le temps d'en reparler, qu'aujourd'hui, c'est le groupe Bolloré qui a le monopole des activités portuaires après avoir réussi à évincer son principal concurrent. Bolloré est très, très impliqué en Afrique. Bon, alors maintenant, voyons l'histoire récente du Togo. En 1992, à la suite des recommandations de François Mitterrand à l'adresse des dirigeants africains, Eyadema fait un petit effort. Une nouvelle constitution est adoptée par référendum. Oui, un tout petit pas dans la direction de la démocratie. En principe, oui. Mais dans les faits, ça ne change rien. Et constatant la dérive autoritaire du régime lors d'une brutale et sanglante répression policière de ses opposants, l'Union européenne décide des sanctions économiques contre le Togo. Alors c'est donc une vraie dictature. Et un rapport d'Amnesty en 1999 évoquera même un régime de terreur. De terreur. Mais néanmoins, est-ce que le pouvoir d'Eyadema était parfois menacé ? À plusieurs reprises, oui. Et à chaque fois, ça le conduira à procéder à des épurations au sein de l'armée. Détail qui en dit long sur sa pratique personnelle du pouvoir. Il a installé le trésor togolais dans sa propre résidence. Ça lui permet de distribuer à sa guise l'argent à ses généraux et autres affidés. Mais je vais vite. En décembre 2002, Eyadema procède à la modification de 2 articles de la Constitution de 1992. L'un lui permettant de briguer un 3e mandat présidentiel, alors même qu'il a fait le serment de ne pas se représenter. C'est assez classique, hein. Mais ça a coûté cher à Compaoré. Et ça risque aussi d'attirer de sérieux ennuis au fils d'Eyadema, Faure Gnassingbé. On en reparlera. Et la deuxième modification ? Il rabaisse l'âge minimal d'éligibilité à la magistrature suprême de 35 à 40 ans. Manifestement, il pense déjà à passer le relais à l'un de ses fils, lorsqu'il quittera lui-même le pouvoir. Et disons-le tout de suite, pour obtenir ces changements constitutionnels, il dispose d'un orfèvre, un professeur français de droit, Charles Debache, qui est son conseiller. Un homme à la réputation sulfureuse. Hein. Et là, encore un peu de patience, parce qu'il me faudra évoquer plus longuement la personnalité de ce sorcier blanc, qui a joué et joue encore un rôle très important au Togo. En tout cas, en 2003, Eyadema est donc réélu avec près de 60% des voix. Oui, grâce à la fraude, j'imagine. C'est évident. En même temps, il promet la tenue d'élections législatives avant la fin du premier semestre 2005. Un peu plus tard, Eyadema entame un dialogue avec l'opposition. Une opposition qui, heureusement pour lui, est très divisée. Ça lui vaut de pouvoir se rabibocher avec l'Union européenne. Mais en même temps, il sombre dans le ridicule. Dans une atmosphère de fin de règne, son pouvoir tourne à l'auto-célébration à outrance. À la nord-coréenne, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait, mais concrètement, ça donne quoi ? Il met en scène sa vie et il ordonne que les épisodes qu'il juge épiques, c'est-à-dire les tentatives d'attentats réels ou fantasmés dont il aurait été victime, soient enseignés aux écoliers, dans son village natal, Pia. Il fait ériger sur une esplanade une statue monumentale le représentant. Et quand je vous parlais de la Corée du Nord, je n'inventais rien, car ce sont des artistes nord-coréens qui ont sculpté ce monument à la gloire du miraculé de Sarakawa. Sarakawa ? Oui, l'endroit où il a failli perdre la vie dans le crash de son DC-3. Mais au début février 2005, sa mort est bien réelle.
Il a alors 69 ans. Et il était malade depuis plusieurs années, séjournant de plus en plus longtemps dans des cliniques en Suisse et en Italie. D'ailleurs, il est mort à bord de l'avion qui le conduisait en Israël pour une opération de la dernière chance. Alors se pose la question là, de la succession. Oui, et qui ne peut revenir qu'à l'un des très nombreux enfants du disparu, selon la volonté du vieux Baobab qui a tout arrangé. Alors quels sont les candidats? Ils sont au nombre de 4. Le présélectionné par Ayadema, j'imagine. Bien sûr, le candidat naturel à la succession est l'aîné, Ernest, lieutenant-colonel parachutiste. Cet officier brutal et sanguinaire a une très fâcheuse réputation, puisqu'on lui a donné le sinistre surnom de Ernest le Boucher. Bon, oui. Et qu'a-t-il fait pour le mériter? Parce qu'il dirige 2 unités. Le régiment des paracommandos et les forces d'intervention rapide qui ont été impliquées dans de sales affaires et en particulier l'attentat en mai 92 contre Gilles Christ Olympio. Le fils de Sylvanus, le président assassiné par Ayadema. Oui, une sorte de tradition familiale, voyez-vous. Enfin, je plaisante, bien entendu. Ernest, quand il ne commande pas ses paras, contrôle le nord du pays et la région natale de la famille. Son père, qui voudrait ravaler la façade du clan auprès de la communauté internationale, ne tarde pas à l'écarter de la succession. L'autre candidat sérieux, c'est Pacha, un colosse, lui. C'est le grand patron du port de Lomé, de sa zone franche. Une vraie pompe afrique. Il est donc très riche. Et d'une certaine façon, il est incontournable. Mais son père n'a pas une entière confiance en lui. Toutefois, il faudra quand même compter avec lui. Il y en a un troisième, Roch. Mais Eyadema juge qu'il ne fait pas le poids. Reste le 4e, Fort. Et c'est lui qui va être choisi. Car il est le plus lisse, et le plus effacé aussi. Donc le moins susceptible de hérisser l'opinion et les instances internationales. Mais il a surtout une qualité incomparable. Conseiller financier de son père, c'est lui qui possède le secret de ses comptes dissimulés en Suisse. La succession d'Eyadema, Christophe Courtin, dirigeant d'une ONG, l'a décrite ainsi en quelques phrases lapidaires dans une tribune publiée par Le Monde. L'un a mis la main sur les prébendes de l'État, Fort, chef de l'État. L'autre, Pacha, a pris le contrôle de l'armée et de la défense. Plus avisé, il récupère aussi les bénéfices mafieux de la zone franche de Lomé. Le plus âgé, Ernest, manipule les réseaux affairistes de son père depuis la base arrière familiale du nord du pays. Et un dernier, Roch, un peu plus mal loti, mais tout aussi empressé de vivre sur le dos de la bête, a récupéré la présidence de la fédération de football. Fort est donc le candidat préféré de son père. Il est très différent de ses frères. D'un naturel discret, il a fait ses études en France, d'abord Saint-Cyr, puis l'Université Paris-Dauphine, où il obtient une maîtrise de gestion en 1989. Il ira ensuite à Washington pour passer un MBA. Des succès universitaires qui seront largement rendus publics au Togo. Oui. Et après ? De retour au Togo, même s'il prétend n'avoir jamais montré d'appétence pour la chose publique, il grimpe les échelons dans les sphères du pouvoir. Ce qui ne doit pas lui être trop difficile. En effet. Il devient donc rapidement député et préside la commission des relations extérieures, ce qui lui vaut d'effectuer de nombreuses missions à l'étranger. Mais surtout, je vous l'ai dit, il est chargé de gérer les nombreux comptes bancaires du clan Nyasimbe. Et dès 2002, la rumeur se répand. C'est lui qui succédera au vieux Baobab, le moment venu. Il a un autre avantage. Il est aussi beaucoup plus présentable qu'Ernest ou Pacha, qui se font surtout remarquer par leurs emportements et leurs excès en tout genre. Ministre en 2003, les communicants du palais de Lomé travaillent à polir son image de technocrate et de bon gestionnaire. Et étant donné la personnalité du père, c'est plutôt rassurant, non ? Oui, c'est surtout destiné aux interlocuteurs internationaux du Togo, l'Union européenne, le FMI et la Banque mondiale, qui tardent à suspendre leur embargo financier. Par ailleurs, sur le plan intérieur, ce choix n'est pas maladroit. Fort apparaît comme un rassembleur et même un unificateur, car si son père, Eyadema, est un homme du Nord, sa mère est originaire du Sud, et lui-même a été député de la région centrale du pays. Et quand reçoit-il l'onction paternelle ? Dès février 2004. Donc 1 an avant la disparition de son père. Oui, Fort est alors intronisé chef de la famille Nyasimbe.
Jusque-là, vous n'avez pas parlé des rapports de la France et du Togo. Il faut d'abord savoir que le Togo, comme nombre d'autres anciennes colonies françaises, est lié à la France par un accord de défense et des accords de coopération technique et militaire. Alors, les rapports, du temps du général de Gaulle, ils ont parfois été houleux, parce que le président français tenait Eyadema pour ce qu'il était, c'est-à-dire un soudard. Mais pour autant, il n'était pas question de rompre. En dépit de quelques criailleries, le Togo est toujours resté un bon élève du précaré français en Afrique de l'Ouest. Malgré les graves dérives du régime. C'est la vérité. Et le soutien accordé au père se prolongera sous le règne du fils, même si les conditions douteuses de la succession feront tousser à Paris. Mais dès 2007, Faure sera reçu à l'Élysée par le président Sarkozy, alors que celui-ci, 2 ans plus tôt, avait qualifié de mascarade le déroulement des événements ayant conduit le jeune Gnassingbé à s'asseoir sur le trône de son père. Remarquons que Faure ne tardera pas à manifester sa reconnaissance. En 2010, il confiera l'exploitation du port autonome de Lomé à un proche du président français, Vincent Bolloré. Oui, on en a parlé déjà. Alors, justement, la succession qualifiée de mascarade par Sarkozy, comment s'est-elle passée ? De façon très contestable, et même franchement illégale, grâce au coup de pouce donné par ce sorcier blanc que j'ai déjà évoqué, Charles de Bache. Enfin, n'allons pas trop vite. Eyadema succombe donc en février 2005. Selon la constitution togolaise, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim en attendant de nouvelles élections. Or, Nat Chaba, c'est le nom de celui-ci, se trouve à Paris. Il saute aussitôt dans un avion. Mais curieusement, son appareil est dérouté sur le Bénin, car on lui apprend que toutes les frontières du Togo sont fermées. Mais pas fermées pour tout le monde. C'est-à-dire ? De Bache, lui, peut atterrir à Lomé dans un appareil spécialement affrété pour lui. C'est qu'on a besoin de lui. Évidemment. Il va être chargé d'effectuer un vrai bricolage constitutionnel pour permettre à son poulain, Faure, d'accéder au pouvoir. On parlera même d'une débâcherie. Débâcherie, à préciser. Dès le 6 février, les députés de l'Assemblée nationale votent la destitution à la va-vite de leur président. Cet homme-là qui a été empêché de regagner son pays. Oui, les forces armées togolaises confient alors le pouvoir à Faure Gnassingbé, qui est aussitôt élu à l'unanimité à la présidence du Parlement. Et c'est là qu'intervient de Bache. Alors que la Constitution oblige la tenue d'élections 60 jours après la mort du président du Togo, il bidouille un nouvel article qui permet au président de l'Assemblée de gouverner jusqu'à l'expiration du mandat du chef de l'État défunt, c'est-à-dire jusqu'en juin 2008. Ah oui, c'est une entourloupe qui permet de légaliser a posteriori l'avènement de Faure. Oui, et ça ne trompe pas grand monde. Le président en exercice de l'Union africaine, le Malien Alpha Oumar Konaré, dénonce aussitôt le putsch militaire et le rôle des mercenaires en col blanc. Il vise des bâches, là. Bien entendu. Des juristes qui, selon lui, sont prompts à traficoter le droit pour venir au secours des potentats africains allergiques à l'alternance démocratique. La France condamne-t-elle ? Du bout des lèvres, Paris se contente d'appeler au respect de la Constitution togolaise. Ouais. Et sur place, alors ? Ça ne passe pas. Très peu de jours après ce coup de force à la fois militaire et juridique, les Togolais descendent dans la rue. Les forces de sécurité tirent. Il y a plusieurs morts. Mais ça provoque tant de bruit à l'étranger que, sous la pression internationale, Faure se résigne à démissionner et organise des élections, où il va concourir en avril comme candidat du parti unique, le Rassemblement du peuple togolais. Est-ce que c'est un pas vers la démocratie ? Apparent, car face à Faure Gnassingbé, il n'y a qu'un homme, le vice-président de l'Union des forces du changement. En effet, le président de ce mouvement, le très emblématique Gilles-Christ Olympio, a été interdit de scrutin grâce à un nouveau tripatouillage constitutionnel qui oblige les candidats à résider au Togo depuis au moins 1 an. Or, Olympio, qui pouvait craindre pour sa vie, avait été contraint de se réfugier en France. Idem pour Kofi Niam, l'ancien secrétaire d'État français à l'intégration, qui a été menacé puis radié des listes électorales. Ouais. Yamnian qui possède la double nationalité. Oui, donc cette élection, qui n'est pas vraiment loyale, donne le résultat qui était prévu. Faure obtient une large majorité. À signaler qu'à Paris, une des seules capitales occidentales à ne pas critiquer ce scrutin,
On estime que les élections se sont déroulées de façon globalement satisfaisante. Et au Togo même, alors, on s'en satisfait comme à Paris? Ah non, ça gronde. Mais l'armée dirigée par le demi-frère de Faure, Pacha, nommé ministre de la Défense, réprime férocement. En un mois, on va compter entre 400 et 500 morts et des milliers de blessés. Ça commence bien mal pour Faure. Et on frôle même la partition du pays, tant la principale ethnie du Nord est surreprésentée au sein de l'armée et du pouvoir. La situation semble même si préoccupante que selon des sources sérieuses, notre service de renseignement, la DGSE, aurait envoyé des agents au Togo afin de faire le ménage dans des administrations ou des casernes. Le ménage? Oui, certains documents pourraient être embarrassants pour la France. Ah ouais, des documents qui feraient état de la connivence entre notre pays et la dictature togolaise? Par exemple, quoi qu'il en soit, lorsque le pays recouvre un calme relatif, on s'aperçoit qu'en passant du père au fils, presque rien n'a changé au Togo. Ce sont les mêmes qui détiennent les manettes du pouvoir. D'ailleurs, Faure est bientôt rebaptisé Bébé Niasse, sur le modèle de Babidoc. Bébé Niassimbe, quoi. Pourtant, je me souviens que le nouveau président a essayé d'envoyer une autre image, enfin au moins à l'étranger. C'est vrai. Faure semble plus ouvert, plus moderne. Il se déclare même partisan de la privatisation du secteur clé des phosphates que son père avait toujours refusé, car il considérait qu'il s'agissait de son trésor personnel. Mais Faure promet plus qu'il ne tient. En fait, ce qu'il gagne d'abord, c'est à gagner la confiance du FMI et de la Banque mondiale, de façon à mettre fin à la quarantaine financière imposée au Togo depuis 15 ans. Cependant, avant de poursuivre, il faut, comme je vous l'ai annoncé, que je vous parle de ces sorciers blancs qui ont été les plus proches conseillers du père avant de devenir ceux du fils. Les sorciers blancs, tel est aussi le livre de Vincent Hugeux, paru en 2007. Sans déflorer la suite du récit de Monsieur X, je lui emprunte ces quelques lignes. À l'énoncé du nom de Charles Desbaches, l'officiel français, familier du précaré africain, peut réagir de 3 façons. Un soupir à fendre l'âme, un geste d'impuissance, les yeux levés au ciel, un râle exaspéré. Au fait de leur forme, les plus expressifs peuvent d'ailleurs combiner les 3 mimiques. Son intimité avec le pouvoir togolais, son prestige, ses réseaux et ses liens avec les services ont pu valoir naguère à Desbaches une trouble bienveillance. Mais l'exilé semble avoir épuisé ses réserves d'indulgence. Voilà le genre de mégalo qui plombe notre crédibilité, peste un Africain du Quai d'Orsay. Car il est assez malin pour convaincre les Togolais qu'en dépit de ses démêlés judiciaires, il entretient des liens privilégiés avec tel ou tel acteur clé de la France officielle. À l'évidence, ce charme vénéneux opère encore. Alors, quels sont ces sorciers blancs du clan Eyadema? Il y a d'abord Michel Scarbonci, un Corse, député européen, et l'un des principaux lobbyistes du dictateur à Bruxelles. On peut aussi parler de l'ancien journaliste, Jean-Luc Manot, qui donnera ponctuellement un coup de main en matière de communication politique. Mais le grand sorcier, c'est incontestablement Charles Desbaches. Ouais, le tripatouilleur de la Constitution. Alors, quelques précisions à propos de ce personnage. Que vous avez déjà qualifié de sulfureux. Une épithète qui n'est nullement usurpée. Desbaches, c'est d'abord un brillant professeur de droit qui, à 36 ans, devient doyen, puis président de l'université Aix-Marseille 3. Puis, de 1978 à 1981, il est conseiller de Valéry Giscard d'Estaing pour l'éducation, la jeunesse et la culture. Ouais, la politique le chatouille déjà. Oui, mais enfin, il échouera à se faire élire. Après une reconversion dans la presse, grâce à Robert Hersant, il commence à fréquenter les potentats africains auxquels il distribue ses bons conseils juridiques. Des conseils naturellement très chèrement payés. En 1991, il rencontre le général président togolais et se met à son service en 1993 sur fond de pseudo-transition démocratique. Dès lors, il occupe un bureau voisin de celui du président. Il dispose d'un passeport diplomatique, d'une villa avec domestique, d'une limousine avec chauffeur et bien sûr d'un coquet traitement. Ouais. Et à part son principal fait d'armes, la constitutionnelle, quel service a-t-il rendu ?
C'est auprès d'Eyadema, comme auprès de son fils, un conseiller juridique et politique, toujours disposé à proposer des procédés douteux. Mais c'est d'un autre aspect du personnage dont il me faut aussi parler. Son intervention dans la succession Vasarely. L'artiste. Oui. En 1997, Debache est accusé par les héritiers du peintre d'avoir détourné plus de 400 000 € et d'avoir même volé des œuvres. En 2002, il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et à 150 000 € d'amende. Un verdict qui sera confirmé en appel. Mais il se réfugiera rapidement au Togo, d'où, à cause de ses fonctions, il est inexpulsable. Ouais. Et ça n'a pas gêné les Gnassingbé? Apparemment pas du tout. Au lendemain des présidentielles truquées d'avril 2005, l'un des premiers décrets signés par le fiston a été la confirmation de Debache dans ses fonctions de conseiller juridique de la présidence avec titre de ministre. Mieux, Faure fera tout ce qu'il pourra pour obtenir des autorités françaises l'amnistie de Debache. Oui, car Debache ne peut pas revenir en France. Il devrait purger sa peine. Ouais. Mais il a pourtant été aperçu. Sans doute grâce à des complicités conservées dans quelques milieux officiels. Enfin, passons. Car Debache est toujours en place. Alors, la suite. En 2007, au Togo, on observe une petite avancée démocratique à l'occasion des premières élections législatives libres. L'opposition entre enfin au Parlement, même si la majorité absolue reste au parti au pouvoir, le RPT. Mais ce qui agite surtout le pays à la même époque, c'est la rivalité entre les 2 fils Gnassingbé. Donc entre Faure et Pacha. En fait, ça a commencé très peu de temps après la mort du père. Dès 2006, Pacha, en tant que ministre de la Défense, est le 2e homme fort du pouvoir. Et même une sorte de président bis. La querelle est d'abord financière. L'aîné reproche au cadet de ne pas lui permettre d'avoir accès aux comptes bancaires du père à l'étranger. Et pourtant, lui, il a toujours la main sur la zone franche de Lomé. Hein. Certes, mais il lui en faut plus. Son attaque est aussi politique, ou plutôt ethnique, car il s'appuie exclusivement sur les populations du Nord, à la différence de Faure, dont la mère est issue d'une ethnie du Sud. Mais de son côté, ce dernier accuse son demi-frère de se servir du noyau dur de l'armée. Des militaires et des courtisans nostalgiques des méthodes expéditives du vieux baobab. Autant de gens qui ne veulent pas entendre parler de réforme. Ouais, donc on va vers la rupture entre les 2 frères. Oui, elle est effective en 2007 quand Faure inflige un redressement fiscal à un affairiste libanais, Bassan El-Najjar, qui est le financier de Pacha. Celui qui gère toutes ses affaires et gérait autrefois celles d'Eyadema. Ah oui, alors toucher à ce personnage, c'est toucher personnellement à Pacha. Naturellement. Le Libanais s'enfuit et il essaiera en vain de revenir en grâce. Pourquoi en vain? Parce qu'il est dans la ligne de mire des services états-uniens de lutte contre le trafic de drogue, tout comme son patron, Pacha d'ailleurs. En août 2007, celui-ci est formellement accusé d'avoir fomenté une tentative de putsch. Il nie. Mais il est bientôt viré de son poste de ministre de la Défense. Mais par son frère, c'est le début de la fin. Oui, car il devra abandonner la direction de la zone franche, sa principale bâche à lait. Et finalement, en avril 2009, alors que Pacha se terre dans la chambre forte de sa résidence, une unité de l'armée passe à l'attaque à l'arme lourde. Mais son frère Roch, commandant des blindés de l'armée, réussit à l'exfiltrer. Pacha essaye de se réfugier à l'ambassade américaine. Toutefois, l'asile politique lui est refusé et il est arrêté. Coïncidence qui n'en est pas une, ces événements se déroulent en pleine campagne présidentielle. Ouais, alors Faure peut se targuer de lutter contre la corruption, même quand l'un de ses frères est en cause. Exactement. Et que devient ce frère, la Pacha? En septembre 2011, il est condamné à 20 ans de prison. Et ces élections présidentielles? Elles doivent avoir lieu en mars 2010. Mais comme 5 ans plus tôt, la Cour constitutionnelle togolaise rejette la candidature de Kofi Yamnan. Alors, sous quel prétexte, là? Il y aura un décalage de 2 mois entre la mention de sa date de naissance sur sa carte d'identité togolaise et celle de sa carte française. Ouais, autant dire une broutille. Hein. Mais pourquoi vouloir éliminer à tout prix cet ancien ministre français? Sur le plan électoral, il ne représente pas une force menaçante. Mais Faure craint surtout qu'il dénonce en France la fraude massive qui va de nouveau être le lot de ce nouveau scrutin. Ouais.
Et il n'y a pas d'autres candidats? Une demi-douzaine. Mais le clan au pouvoir agite la menace ethnique et séparatiste. Ouais, le Nord contre le Sud, quoi. Et Faure peut être réélu sans difficulté. La fraude aidant. Bien sûr. Et il faut observer que, pour une fois, la France ne se précipitera pas pour applaudir le vainqueur. Paris attendra même plus de 5 jours pour reconnaître le résultat du scrutin. Ah, mais c'est donc que les autorités françaises ont eu des doutes sur la sincérité de ce scrutin. C'est évident. Un peu plus tard, en avril 2012, l'opposition togolaise, trop souvent divisée, s'est réveillée. On a assisté alors à la création d'un collectif « Sauvons le Togo », qui a regroupé plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et des partis et mouvements politiques. S'inspirant des méthodes utilisées lors des printemps arabes, ce collectif a commencé un travail de fourmi sur Internet. Et en utilisant les réseaux sociaux, il a diffusé, en particulier, des films ou des photos portant témoignage de la brutalité de la répression. Avec quel résultat? L'organisation d'une grande manifestation dans la capitale pour exiger des réformes démocratiques et dénoncer un charcutage électoral en préparation. La riposte du pouvoir est immédiate et brutale. En 2 jours, on compte plus de 100 blessés, dont une 50aine dans un état grave. Mais ça n'entame pas la volonté des contestataires qui continuent à se manifester tout l'été et encore en septembre. Et comment réagit Faure Gnassingbé? Tantôt par la répression, tantôt par des appels à la conciliation. En fait, ses opposants pensent qu'il essaie surtout de gagner du temps, car il a déjà réalisé son principal objectif, la modification de la loi électorale afin de rester au pouvoir le plus longtemps possible et même jusqu'en 2025. Ouais, 2 mandats supplémentaires s'il peut se représenter en 2015. Alors, c'est son sorcier, la Debache, qui lui a concocté cette nouvelle embrouille constitutionnelle? C'est certain. Mais devant les cris d'orfraie de l'opposition, il a tenté une parade. Le parti du président, c'est-à-dire la voix de son maître, a estimé pouvoir accepter le rétablissement de l'ancienne loi électorale qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais cette disposition ne serait pas rétroactive. Par conséquent, Faure pourrait encore effectuer 2 mandats, donc jusqu'en 2025. Mais ça ne passe pas. D'autant que les Togolais se réfèrent aux événements qui ont secoué le Burkina Faso en octobre-novembre 2014. Justement parce que Blaise Compaoré voulait lui aussi se maintenir au pouvoir, quitte à violer la Constitution. Et les Togolais se demandent pourquoi pas nous? Déjà, les manifestations s'intensifient semaine après semaine dans Lomé. Un sérieux avertissement adressé à Faure qui règne déjà sur son pays depuis 10 ans. Je laisse le mot de la fin à Kofi Yamyan. Ce franco-togolais qui a été maire d'un village breton, député et même ministre, a été encore empêché de concourir pour la prochaine élection présidentielle dans son pays natal. Dans un petit livre récent, Afrique, introuvable démocratie, il dresse ce constat affligeant. Il faut avoir voyagé dans l'Afrique noire du début du XXIe siècle pour se rendre compte à quel point de pauvreté, de précarité et de peur du lendemain est réduite la majorité des hommes et des femmes, tandis que les prédateurs se pavanent avec l'argent de la corruption et des royalties que les compagnies étrangères versent pour se régaler des ressources du sous-sol, pétrole et minerais.